5 ans plus tard, ce n'est pas Mission Impossible 4 qui sort, c'est Mission Impossible Protocole Fantôme, réalisé donc par Brad Bird, qui sort tout juste de l'industrie Pixar, où il avait réalisé Ratatouille et Wall-E, et où il offre donc son premier long métrage live. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, Mission Impossible Protocole Fantôme? En gros, Ethan Hunt est retenu dans une prison russe, et il va être évadé par Benji et par l'agent Carter, une petite nouvelle organisation de Mission Impossible, qui vont se charger tous les trois, avec l'aide ensuite de Brandt, un analyste qui va se retrouver dans l'équipe, de retrouver un certain Cobalt, qui sera un dissident russe qui aurait décidé que pour qu'il y ait la paix dans le monde, faut déclencher une guerre nucléaire avant. C'est une solution plus ou moins intéressante, dirons-nous. Mais voilà, c'est la base du film en tout cas, pour pas trop en révéler, parce qu'il y a beaucoup plus évidemment dans Mission Impossible Protocole Fantôme. Même si beaucoup ont vu le film, ça reste toujours intéressant de le découvrir une fois qu'on a regardé le film. Parce que Mission Impossible Protocole Fantôme est l'essence même de Mission Impossible, dans le sens nostalgique, tout en y apportant beaucoup de modernité. Et c'est peut-être ça qui en fait un des meilleurs épisodes de la série, à égalité avec le premier de De Palma. Brad Bird, donc, c'est un ancien de chez Pixar qui a décidé de se lancer dans le live un petit peu à l'image du réalisateur de John Carter, même si malheureusement il n'est pas dans la même idée. C'est dommage. Mais là, Mission Impossible Protocole Fantôme, c'est un film qui montre que un réalisateur d'animation peut apporter énormément au cinéma live. Il le prouvera ensuite avec À la poursuite de demain. Mais là, en tout cas, avec ce film-là, il le prouve de manière très intelligente. Autre point important, Protocole Fantôme, donc c'est un petit peu ce qui va ensuite devenir, dans un mauvais sens, le formatage de la saga Mission Impossible. Dans le sens où Rogue Nation ressemble un petit peu à Protocole Fantôme sur des aspects, en tout cas. Mais l'idée est là, on est sur un produit qui est à la fois un divertissement intelligent et un film d'espionnage ultra novateur. C'est un peu compliqué à expliquer, mais dans l'idée, Mission Impossible Protocole Fantôme, c'est reprendre l'essence même de la série de Bruce Gaynor pour y apporter des codes de cinéma moderne d'espionnage. C'est-à-dire qu'on est un peu à mi-chemin entre la série et un James Bond très noir, mixé avec un petit peu d'humour issu du cinéma d'animation. Alors comme ça semble être un foutraque absolument incompréhensible qui donnerait un film ridicule, mais c'est super. C'est clairement un film d'une intelligence et d'une finesse rare qu'on a là. C'est un film qui est l'essence même du cinéma d'espionnage moderne. C'est-à-dire à la fois mêlé de l'humour, à la fois mêlé de l'extravagant, du divertissement, de la folie et de la simplicité. Et pourquoi faire plus compliqué? Le scénario est signé par Josh Applebaum et Andrew Nemec, et ce scénario est extrêmement fin. Dans le sens où, d'habitude, dans les Missions Impossibles, on n'a pas forcément beaucoup de recul sur les personnages. Ils n'ont pas beaucoup d'historique ou de choses à nous raconter en matière de leur passé. Ce qui est superbe là, c'est que chaque personnage a un fond. Tous les personnages, hormis Benji, mais Benji n'en a pas forcément besoin puisqu'il est plutôt utilisé comme un sidekick comique, tous les personnages ont un passé et ça les rend passionnants. Mais réellement passionnants. Brandt a un passé intriguant, enfin, Carter, pareil, elle a un passé qui est passionnant. Et puis, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hunt, il a un super passé, mais tous les personnages ont un passé. Là, c'est vraiment intelligent de la part de Nemec et d'Applebaum d'avoir construit des personnages qui ont plus que simplement l'image qu'on a d'eux à l'écran. Ce qui manquait un petit peu sur les autres Missions Impossibles, et là, on l'a, ce petit manque qu'il y avait. Et en plus de ça, il y a vraiment une écriture sur un film d'espionnage qui est dense, qui est vaste. C'est-à-dire, on sent que ça ne se limite pas seulement à un film. On sent qu'ils ont voulu construire un univers qui est beaucoup plus grand, à l'image de certains James Bond qu'on avait au tout début, où on sentait que voilà, il avait sa mission de base, James Bond, mais que derrière, il y avait toujours le spectre qui se cachait, ou une organisation un petit peu néfaste, voilà, pour l'humanité. Et c'est ça qui est vraiment passionnant avec ce Protocole Fantôme. C'est qu'on sent qu'au-delà de leur mission qu'ils sont supposés faire, où ils sont censés choper Cobalt, il y a plus. On sent qu'il y a quelque chose qui se cache derrière Cobalt, on sent qu'il y a un ennemi encore supérieur qui pourrait les compromettre dans une mission qui pourrait arriver dans un autre film. Et en plus, il y a un clin d'œil à la fin du film qui évoque ce qui va se passer dans le 5. Mais voilà, c'est super fin de ce point de vue-là et ça rend vraiment le côté encore plus passionnant du long métrage. Ça permet de faire ressortir ces aspects-là qui manquaient un petit peu au précédent film. Et ça, c'est vraiment intelligent de la part de ces deux scénaristes, d'avoir construit quelque chose de beaucoup plus dense. Pareil, au niveau de la mise en scène de Brad Bird, il y a une ambition qui est absolument dingue chez Brad Bird dans sa mise en scène.
Enfin, à aucun moment, Brad Bird ne se limite simplement à faire un film pour faire un film. Il veut construire plus, il veut construire un univers, il veut construire quelque chose qui est dense, qui est extrêmement puissant au niveau de l'esthétique. Enfin, quand on pense que la séquence d'action sur la tour de Dubaï a été réellement tournée sur la tour de Dubaï, c'est juste dingue. C'est juste fou de se dire qu'ils ont osé se dire on va aller tourner sur la tour de Dubaï. On ne va pas recréer un studio comme on a pu le faire pour le Kremlin au début. Là, on va réellement aller en Inde, on va aller à la tour de Dubaï et on va tourner sur la tour. Enfin, comme ça peut juste paraître être un élément de divertissement, mais quand on y réfléchit en tant que réalisation, c'est un vrai pari technique. C'est l'idée de se dire, je ne vais pas simplement limiter ma mise en scène à faire un film en studio et un film de divertissement, point. Je vais repousser les limites du divertissement en plongeant mon film dans une réalité qui semble dingue. Et ça, c'est extrêmement puissant de la part d'un metteur en scène de se dire ça. Ça ne se limite pas simplement à dire « je vais construire un film d'action ». Ça se limite à dire « je vais construire un film d'action ancré dans le monde réel qui va avoir des éléments de cartoon, mais qui est tellement ancré dans le monde réel que ces éléments de cartoon, vous allez y croire à mort ». C'est pour ça, dans un sens, qu'on a un peu du mal à croire à certaines scènes d'action dans Fast and Furious 7 et qu'il y a encore plus de cartoon. Parce que les fameuses tours de Dubaï ne sont pas réellement les tours de Dubaï. C'est de l'animation. Et là, par contre, dans Mission Impossible Protocol Phantom, ce sont les vraies tours. Donc forcément, ça fait encore plus ressortir ce côté-là. Au-delà de ça, il y a une vraie ambition scénographique. Il y a des plans de la part de Brad Bird, on se dit, ça peut se limiter à ça et ensuite il va y avoir une coupe de montage. Comme par exemple dans La Tempête de Sable. À un moment, on voit Ethan Hunt récupérer son téléphone et partir à la poursuite de Winston. On pourrait se dire, là il va couper et il va raccorder sur un autre plan. Ce qui est ultra intelligent de la part de Brad Bird, c'est de tout le temps arriver à nous surprendre de ce point de vue-là. Dans le sens où, justement, quand Ethan Hunt récupère son téléphone, on imagine qu'il va y avoir une coupe et qu'on va le récupérer sur un autre plan. Ben non, il n'y a pas de couple. On continue de le suivre dans La Tempête de Sable et ça fait grimper la tension. Et de ce point de vue-là, c'est ultra intelligent de la part de Brad Bird, encore une fois, de surprendre le spectateur là où il n'attend pas forcément d'être surpris. De ne pas toujours jouer une carte où, par exemple, il va y avoir un montage ultra cut qui va faciliter les équipes d'effets spéciaux pour faire La Tempête de Sable. Mais on va repousser les limites encore plus loin et on va faire continuer le plan jusque dans ses limites scénographiques. Et ça, c'est une extrême intelligence de la part du réalisateur. Voilà, c'est ce qui va faire ensuite que, pour certains, À la poursuite de demain est une révolution technique et malheureusement a des problèmes narratifs, mais ça reste un autre point. Au niveau du casting, encore une fois, le casting est poussé encore plus loin. Bon, toujours Tom Cruise est parfait, il réussit ses cascades à merveille, il n'y a même plus grand chose à en dire au final. Tom Cruise est vraiment excellent, tout simplement. Toute l'équipe, Paula Patton, Jeremy Renner et Simon Pegg est excellente. Vraiment excellente. Michael Nyqvist en méchant est superbe et Tom Wilkinson dans le rôle du chef de l'organisation Mission Impossible est parfait. Enfin, voilà. Encore une fois, on est sur un ensemble qui se complète réellement et ça marche vraiment bien de ce point de vue-là. C'est superbe, c'est extrêmement fin de construire un ensemble d'acteurs qui va former un tout et qui ne va pas se limiter à « Ah ben j'ai retenu tel mec et tel mec ». Là, on retient un ensemble et c'est vraiment ça qui est intelligent. Et donc voilà, Mission Impossible Protocol Phantom, c'était un excellent 4e film. Et on se dit comment on va pouvoir repousser encore plus les limites. Ce qui est intelligent de la part de Tom Cruise en tant que producteur, c'est d'avoir nommé Christopher McQuarrie à la mise en scène, avec qui il a bossé sur son dernier film. Et ça peut apporter quelque chose d'assez fin. Ça peut apporter quelque chose de vraiment intelligent parce que le dernier film dans lequel McQuarrie et Tom Cruise avaient bossé, c'était un film très noir, un film avec beaucoup de violence, avec beaucoup de noirceur. Donc on se dit là, s'ils peuvent apporter cet aspect-là à Mission Impossible, tout en gardant le côté un peu décalé, ça peut rendre vraiment bien, sachant qu'ils ont gardé Josh Applebaum à l'écriture, ça peut être extrêmement intelligent. Mais voilà, encore une fois, malgré le fait que les premières critiques américaines soient vraiment dithyrambiques et érigent le film en film d'action quasi parfait, on peut toujours avoir des petits doutes. On verra bien ce que ça donnera en salle, après tout, pourquoi pas. Comme d'habitude, je vais vous dire de regarder les films parce que c'est bien de regarder des films, de re-regarder tous les Missions Impossibles parce que c'est toujours bien et que c'est une série qui est plutôt équilibrée et qui fait plaisir à regarder, surtout entre potes, voilà, ça peut être sympa. Et encore une fois, je vais vous dire qu'on va se retrouver bientôt pour parler de films, évidemment. A plus!